Ça donne quoi à Meta? Ça donne accès à une équipe de 50 experts en IA. Donc, seulement 50 personnes pour 15 milliards pour avoir seulement 49 % d'entreprise. La stratégie de ce qu'on voit là, derrière tout ça, c'est vraiment d'aller chercher des cerveaux, dont le CEO Alexander Wang, pour vraiment aider Meta à pousser leur recherche sur l'intelligence artificielle générale, donc d'être capable de dépasser les capacités cognitives de l'humain simplement. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires avec Jonathan Léveillé et moi-même, Antoine Gagné, aujourd'hui. La semaine dernière, on vous a parlé dans le podcast Hypercroissance comme quoi Apple tirait un petit peu de la part lors de leurs annonces au WWDC, je crois, ou peut-être qu'il me manque une lettre dans ce nom d'événement. Mais bref, on disait qu'ils n'avaient pas fait beaucoup d'avancement au niveau de Siri et qu'ils traînaient de la patte au niveau de l'intelligence artificielle et qu'éventuellement, peut-être qu'une acquisition allait devenir leur seule manière de se sortir de tout ça. Eh bien, comme de fait, quelques jours plus tard, les gens chez Meta ont écouté notre podcast et eux sont passés à l'action parce qu'ils sont allés faire l'acquisition, ou du moins une acquisition, une prise de participation importante dans l'entreprise Scale AI. Meta est venu injecter 14 milliards de dollars pour prendre, je crois, au moment où on se parle, 49 % de l'organisation. Et on peut penser que c'est une acquisition, on peut penser que c'est un investissement. J'aurais tendance à croire, et ça va être intéressant de t'entendre parler ici aujourd'hui, Jonathan, que c'est davantage ce qu'on pourrait appeler dans le jargon et littéralement ce qu'on discutait la semaine dernière dans le podcast, un acqui-hire, parce que le président de Scale AI, et je laisserai peut-être Jonathan en parler un petit peu de l'organisation dans quelques secondes, son président vient littéralement se joindre à l'organisation Meta. Alexander Wang va diriger dans les prochaines semaines un département nommé Super Intelligence chez Meta. Le genre d'annonce qu'on aurait aimé entendre peut-être à Apple la semaine dernière quand ils ont fait leur événement. Bref, un petit peu de contexte, une prémisse à tout ça. Jonathan, je te laisse aller. Peut-être tu veux nous en dire plus et nous donner ton opinion sur tout ça. Ben oui, absolument. Puis je pense que c'est la deuxième plus grande acquisition de la part de Meta. Il y avait WhatsApp, je pense, pour 19 milliards US en 2014. Le Scale AI, 49 % pour 14,8 milliards. Donc, ça vaut plus. Ça vaut à peu près 30 milliards au final, la valorisation. Ne pas confondre avec l'initiative Scale AI qu'on connaît au Canada et au Québec, qui est un organisme qui donne des subventions. Donc, c'est un Scale AI qui est complètement différent. Même si c'est le même nom, on entend beaucoup parler au Québec de Scale AI pour les subventions. Mais c'est vraiment une entreprise, une entité complètement distincte qui est des États-Unis directement. Donc, ne pas faire avoir cette confusion-là entre les deux. Ça donne quoi à Meta? Ça donne accès à une équipe de 50 experts en IA. Donc, seulement 50 personnes pour 15 milliards pour avoir seulement 49 % d'entreprise. La stratégie de ce qu'on voit là, derrière tout ça, c'est vraiment d'aller chercher des cerveaux, dont le CEO Alexander Wang, pour vraiment aider Meta à pousser leur recherche sur l'intelligence artificielle générale, donc d'être capable de dépasser les capacités cognitives de l'humain simplement. Et beaucoup de gens pensent qu'on va y arriver probablement entre 2027 et 2028. Certains disent 2026, d'autres 2030. Cette acquisition-là va probablement accélérer beaucoup les troupes de Meta pour se rendre dans cette direction-là. Quand même des conséquences assez importantes dans l'écosystème technologique parce que Scale AI avait des gros clients, dont Google, Microsoft et XAI, qui sont tous des gros compétiteurs de Meta sur plein de terrains de jeu. Et là, plusieurs de ces clients-là de Scale AI envisagent de rompre leur contrat, craignant des fuites de données sensibles potentielles vers la concurrence directe. Donc là, encore, on voit qu'il y a une question de confidentialité de données qui est en jeu dans cette logique-là. Ça va être, je pense, vraiment intéressant parce que Meta est toujours dans un mode un peu plus open source dans ce qu'ils réussissent à sortir comme technologie au marché. Donc, est-ce que ça va faire vraiment avancer ça à un autre niveau? Est-ce qu'on va pouvoir prendre ce que Meta fait et l'amener encore plus de manière appliquée dans nos organisations? Dans nous, ce qu'on fait là, chez OpenMind au niveau des automatisations par l'IA, c'est rare qu'on va utiliser ce que Meta a fait. Ça va être plus du OpenAI qui va être utilisé en arrière-plan. Il va y avoir du Claude, d'Anthropic, très peu de Meta, très peu de DeepSeek. Là, je pense que ça va donner une longueur d'avance à Meta dans les prochaines semaines, prochains mois. Ils vont probablement les voir revenir au devant de la scène, assurément. Là. En termes de qualité de modèle, sens-tu qu'ils ont tiré un petit peu de la patte dans les 3-4 derniers mois? Parce que on les avait vus très, très agressifs dans leurs annonces, dans ce qu'ils mentionnaient qu'ils allaient faire.
Ils ont toujours été très adoptés rapidement au niveau développeur, mais là, on dirait que les autres ont peut-être sorti des modèles plus rapides dans les derniers mois, dans les derniers trimestres. Et soyons honnêtes, le type de technologie qui est en train de sortir au niveau des LLM dure à peu près 3-4 mois. C'est-à-dire que du moment qu'un nouveau modèle arrive et qui est plus performant, les modèles anciens vivent rapidement leur date de péremption. Et j'aurais tendance à croire qu'ils ont été un petit peu moins mis en avant dans les derniers mois. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu également de ton côté. Ben exactement. Puis c'est ce qui est vraiment fascinant, c'est que si Meta était seul dans le marché, tout ce qu'ils ont sorti aurait été incroyablement souligné, aurait été révolutionnaire. Mais il y a tellement des grands autour de Meta qui sortent toujours 1 ou 2 longueurs d'avance, quelque chose de plus wow, que Meta passe toujours en dessous du radar et est toujours mis de côté dans les derniers trimestres. Donc, définitivement, OpenAI a toujours damé le pion à Meta depuis à peu près 6 à 9 mois environ. Et même chose avec Anthropic. Depuis à peu près 6 mois, l'Anthropic et OpenAI se relancent la balle continuellement de semaine en semaine, laissant toujours Meta un petit peu en arrière-plan, quelques marches en arrière. Donc, Meta n'arrive pas présentement à être au devant de la compétition et vraiment d'être très compétitif. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis 15 milliards de dollars US sur la table pour être capable d'accélérer ça et de se repositionner un petit peu en avant des autres pour arrêter de traîner de la patte à ce point-là. Là. Non, c'est intéressant ça. Puis effectivement, il y a beaucoup de très, très gros clients parce que je pense que c'est important de parler un petit peu de ce que Scale AI fait. Donc, essentiellement, et corrige-moi peut-être un petit peu si je me trompe ici, Jonathan, ce que j'ai été capable de bien comprendre, ce qu'ils faisaient, eux, de leur côté, c'est qu'ils étaient capables d'améliorer considérablement les données, les annoter et par la suite, les vendre à des joueurs mondiaux qui bâtissent des très, très gros modèles comme les OpenAI, les Google de ce monde. Ils sont d'ailleurs très, très intégrés dans les voitures de Google Waymo, fournissent énormément de data à eux. Donc, comparativement à un OpenAI qui est très orienté au niveau du consommateur, Scale AI, lui, est un revendeur pour des beaucoup plus grosses entreprises au niveau de la notation et de l'amélioration des données. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter ici. Exactement. Ils sont des champions de la donnée pour mettre ça très simple. Et il faut de la donnée qui est bien structurée, qui est bien annotée. Et c'est la force de Scale AI présentement. Ils ont beaucoup de données également en main. Donc, c'est une des composantes que n'importe quelle entreprise qui veut vraiment aller au prochain niveau dans l'intelligence artificielle, il faut cette composante-là. Et Scale AI est un des maîtres du monde à ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi le 15 milliards pour 49 %. Donc, les acquisitions commencent parce qu'on parlait d'Informatica il y a quelques semaines. On parlait de IO, qui a quelques semaines également, qui avait été acheté par OpenAI pour ultimement peut-être bâtir une nouvelle forme de téléphone ou d'outil qu'on va utiliser qui va rentrer un petit peu dans notre quotidien. On se rappelle, IO a été acheté, ou plutôt IO, parce que IO, ça peut donner une connotation différente, mais IO a été acheté spécifiquement à cause du leadership de l'organisation qui est mené par Johnny Ive, ancien joueur excessivement important chez Apple, qui était derrière, comme on l'avait mentionné, la création du iPhone, la création du iPad également. Il y a Scale AI aujourd'hui. Il y a eu Informatica, et là, tu me parlais également dans notre groupe chat. Il y a eu Convergence AI, une autre acquisition qui a été faite de Salesforce. Donc, le marché est en feu en ce moment. J'ai tendance à croire qu'il y a des surenchères parce que, et tu vois, peut-être juste pour terminer là-dessus, j'ai écouté un très bon podcast cette semaine qui mentionnait une chose qui dit, au moment où on se parle en 2025, c'est à peu près là que va se créer ce qu'on appelle en anglais the generation wealth parmi les gens qui investissent, parce que là, c'est en ce moment qu'on fait les paris, qu'on met notre argent en tant qu'investisseur sur entreprise X, entreprise Y, entreprise Z, ou comme dirigeant d'organisation faisant des acquisitions. Mais c'est également là que souvent, tu vas perdre énormément d'argent. Donc, quand il y a des surenchères qui se mettent en place, il peut y avoir des entreprises qui vont à zéro très rapidement aussi. Puis, pour faire un peu du pouce concernant Convergence AI avec Salesforce, juste rappeler Convergence AI, c'est quoi? C'est l'équivalent de Operator de ChatGPT. Donc, vous pouvez lui donner une demande, par exemple, va me booker un Airbnb, il va ouvrir une console virtuelle, il va aller naviguer sur Internet pour vous. Vous allez le voir carrément faire des actions là, et se promener sur Internet pour vous. Donc, c'est un agent qui va simplement prendre le contrôle d'un navigateur qu'il a créé lui-même pour accomplir des actions. Pareil comme Operator le fait, il y a Manus AI aussi, MANUS, qui fait la même chose, qui est dans les tops présentement à travers le monde. Juste pour mettre en perspective,
ça fait moins d'un an que ça existe, cette entreprise-là. Là. Ça a été fondé en septembre 2024, si ma mémoire est bonne. Donc, on n'est même pas à un an d'inception de cette entreprise-là. Ils avaient lancé le système proxy, qui était l'équivalent d'Operator, le ChatGPT OpenAI. Et là, ils se font acheter rapidement par Salesforce. Les rumeurs tournent pour quelques centaines de millions de dollars, ce qui est pas beaucoup en comparaison de ScaleAI, mais pour une entreprise qui a moins de 12 mois, c'est complètement hallucinant. Il doit être probablement 20-30 employés dans cette entreprise-là. Donc, ça va donner de la force à Salesforce sur cette section-là d'agents qui prend contrôle du navigateur et qui est capable d'accomplir des tâches pour vous. De la même manière qu'OpenAI le fait avec Operator et que Google est en train de le faire aussi avec ses différents systèmes. On l'a vu, Google a lancé un système qui permettait de prendre un peu le contrôle de son téléphone mobile et de prendre des actions sur le téléphone mobile. Donc, je ne sais pas si Antoine, tu l'as essayé de ton côté. Moi, j'ai vu des démos. Ça commence à être prometteur. Ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines semaines. Mais petite entreprise qui a été fondée il y a moins d'un an, probablement un gros prix qui a été payé. Ça n'a malheureusement pas été publié de manière publique. Et je rebondis également sur OpenAI a fait une acquisition qui est passée un petit peu en dessous du radar dans les derniers mois. C'est Windsurf, qui est un des agents codeurs, donc un agent qui aide à créer du code comme un programmeur. Donc, il y avait Windsurf et Cursor qui étaient pas mal les deux plus gros qui se démarquent au niveau marketing et bruit marketing. OpenAI avait tenté d'acheter Cursor, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont virés de côté et ils ont été achetés Windsurf pour 3 milliards de dollars US. Ça s'est terminé, ça s'est officialisé dans les dernières journées. Donc, ça va vraiment rajouter beaucoup de force à OpenAI pour aider les gens qui développent du code avec Windsurf, entre autres. Donc, c'est acquisition par-dessus acquisition. Ils venaient d'annoncer, là, je pense que c'était 5 quelques milliards pour I.O., effectivement. Donc, en moins de 30 jours, à peu près un 10 milliards US qui est dépensé du côté d'OpenAI, 15 du côté de Meta, proche de 1 probablement pour Salesforce. Ça commence à faire beaucoup de sous qui se brassent, là. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien, oui. Les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Beaucoup de sous. Et ce qui est intéressant, c'est que la demande ne ralentit pas. Tu vois, j'ai écouté un très, très bon entretien que Sam Altman a donné à Bloomberg ce week-end concernant Stargate. D'ailleurs, je vous inviterai à aller faire des petites recherches sur ce qui se déroule en ce moment avec Stargate, les infrastructures qui sont en train d'être construites pour être capable de finalement générer plus d'énergie et faire en sorte qu'ils soient capables de combler la demande qui est faite au niveau de leurs produits. C'est assez impressionnant tout ça. Et bon, si on se met dans la peau d'un dirigeant d'entreprise, plus souvent qu'autrement, notre mandat, ça va être de générer de la demande à nos produits. On va être davantage connu. En ce moment, la demande, c'est le cadet de leurs soucis. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que s'ils étaient les seuls, je pourrais entendre et je pourrais percevoir un petit peu le fait de se dire, bon, la demande, c'est pas tellement important, on est les seuls sur le marché comme, disons, un Nvidia de ce monde qui,
peut avoir des compétiteurs, mais ça va prendre du temps avec un deuxième joueur qui vienne à leur taille. Eux, ils ont de la compétition. La demande, c'est le cadet de leurs soucis. Ils sont uniquement focusés sur créer plus d'énergie, créer de l'offre pour faire en sorte qu'ils soient capables de combler cette demande. Donc, tu les vois très, très offensifs. Les risques qu'ils prennent avec Stargate, c'est des énormes infrastructures. On se rappelle en début d'année, il y avait eu une allocution à la Maison-Blanche comme quoi qu'elle allait avoir un investissement de 500 milliards de dollars pour le projet Stargate. Ce 500 milliards de dollars n'a pas encore été déployé, soyons honnêtes, mais tout de même, ça commence. Et ils sont très, très offensifs, comme je l'ai mentionné là-dessus. Donc, on les voit couteau entre les dents. Je pense que ça va être intéressant de continuer à les voir aller et voir un petit peu comment tout ça va se déployer dans les prochaines semaines. As-tu vu les vidéos, Antoine, de la construction du site de Stargate? Absolument. C'est impressionnant. Allez voir ça. Comme Antoine, tu disais sur YouTube, c'est impressionnant comment c'est gigantesque et toute la logistique juste pour se déplacer d'un endroit à l'autre avec les petits véhicules tout-terrain pour être capable de bouger et de se promener dans le désert pratiquement. Ça n'a aucun sens. Oui, exactement. Ouais, exactement, c'est dans le désert. C'est dans le désert. C'est Massa de SoftBank qui est derrière ça. C'est le très, très grand investisseur qui est derrière ça. D'ailleurs, lui qui a été connu pour beaucoup, beaucoup de paris, des fois des bons, des moins bons. Le moins bon qui me vient en tête, c'est WeWork ici. Exactement, mais tout de même, je ne sais pas si tu connais un petit peu Massa, mais ce qu'il a été capable de faire avec SoftBank, tu liras un petit peu là-dessus si tu as la chance, Jonathan. Ça doit être le plus grand joueur de poker au monde. Il remet tout sur la table constamment. Il est passé plusieurs fois à deux doigts de faire faillite. Et quand je te dis qu'il remet tout sur la table, c'est pas à coût de 1 ou 2 milliards. C'est à coût de centaines de milliards chaque fois. Donc, il est derrière ça aussi. Ça faisait très, très longtemps qu'il était en discussion avec Sam Altman. Finalement, ils ont été capables de déployer le capital et ils sont en train de construire Stargate. Donc, je trouve ça intéressant de suivre le tout. On en parle souvent sur le podcast au niveau des applications, qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais pour que ces applications-là soient capables d'être bâties, on doit avoir l'infrastructure derrière. Ils sont très, très sérieux au niveau de cette infrastructure. Comme Jonathan le dit, en plein désert, c'est impressionnant de voir les installations. Et ça va être intéressant, Antoine, quand vous allez, chers auditeurs, écouter ce podcast-là, je vais être directement au World AI Summit à San Francisco, d'aller voir ce qui se passe. C'est 3000 personnes qui vont être assis dans la même salle pendant 2 jours, 100 entreprises qui sont spécialisées en IA qui vont être là, qui viennent de 55 pays. Donc, je vais pouvoir ramener un petit peu la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est à jour à date pour me promener un petit peu aux États-Unis et d'essayer de comparer le Québec en termes de où est-ce qu'on en est rendu au niveau de l'intelligence artificielle? J'ai été surpris, honnêtement, on est quand même bien positionné, bien avancé. Là, ça va être une conférence qui est mondiale, tout le monde se rejoint à San Francisco. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'aux États-Unis, même si ça a lieu aux États-Unis. Donc, j'aurai la chance de vous ramener ça en direct, pas en direct, mais la semaine prochaine, de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend, dont des workshops qu'on va faire avec NVIDIA directement pour aller se mettre les 2 mains dans le code et aller tester, de créer des agents. Donc, ça va être, je pense, vraiment intéressant de ramener ça un petit peu à l'audience. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'IA dans leur entreprise, je rappelle, on fait notre challenge 5 jours du 7 au 11 juillet, un 30 à 45 minutes par jour, là, ce qu'on parle vraiment de zéro par rapport à l'IA, jusqu'à vous amener à mieux utiliser les outils comme ChatGPT, à voir comment vous créez un bon roadmap dans votre entreprise pour réussir à vous élever au niveau de l'intelligence artificielle. Si jamais vous voulez y participer, n'hésitez pas, écrivez-moi sur LinkedIn directement. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit là, dans la dernière semaine. Donc, directement sur LinkedIn, Jonathan Léveillé. Il reste encore un petit peu de place. C'est quoi tes prédictions pour ton événement? Au Scale AI non, excuse-moi, Scale AI, je me trompe. Comment s'appelle le AI Summit? C'est quoi les prédictions, tu penses, World AI Summit, ouais. Je dirais que je pense pas qu'on va apprendre quelque chose d'exceptionnel là-bas. Ça va être plus, honnêtement, j'y vais plus dans un mindset d'aller confirmer ma vue stratégique sur l'intelligence artificielle pour être sûr qu'on est vraiment sur la bonne track. On va peut-être avoir un 5 ou 10 degrés de différence à gauche ou à droite. Ça va être intéressant d'entendre parler des grands de ce monde comme NVIDIA, voir c'est quoi leur vision puis la perception de où est-ce que ça s'en va pour voir est-ce que c'est bien aligné avec où est-ce que nous, on voit ça. Je pense que toi et moi, Antoine, on a pas mal la même vision de où est-ce que ça s'en va puis de l'impact que ça devrait avoir sur nos organisations dans les prochains mois, prochains trimestres. Je baisse mes attentes quand même aussi en allant là-bas parce que souvent, quand je vais dans des conférences en réel, je suis tellement habitué d'écouter des podcasts en x2 en vitesse, puis quand c'est pas intéressant, je vais passer au prochain podcast.
Je sais que des fois, c'est plus difficile pour mon cerveau qui est un peu TDAH, des fois d'être 30, 45, 60 minutes devant quelqu'un qui parle, des fois un rythme qui est un petit peu moins rapide que lequel que j'aime au final. Donc, je baisse mes attentes là-dessus, mais j'ai hâte de voir si je vais vous amener des petites surprises à gauche et à droite. J'espère, honnêtement. J'espère qu'il va y avoir des items qui vont sortir du champ droit ou champ gauche que je vais pouvoir venir vous partager la semaine prochaine. Le paradoxe qui est assez incroyable dans tout ça, c'est qu'on est tous conscients du danger qu'il peut y avoir à aller autant vite avec l'intelligence artificielle sur l'entièreté de la planète, la société, tout ça. Mais le paradoxe, c'est qu'on est obligé d'aller à cette vitesse-là si on veut garder la même vitesse que d'autres joueurs qui pourraient peut-être aller plus vite que nous. C'est excessivement spécial comme situation, mais j'invite vraiment les gens à être conscients de l'importance de tout ça. Je vois des industries totalement changer en ce moment. J'écoutais d'ailleurs les retours. Je suis un très, très grand fan du podcast de Jason Lemkin, SaaStr, qui est, on pourrait dire littéralement, le OG du SaaS depuis 10-15 ans maintenant. C'est lui qui a commencé à créer une communauté autour de ça. C'était son événement dans les dernières semaines, SaaStr aux États-Unis, où est-ce que 10 000 personnes qui vont à l'événement, des gens qui, comme le nom le dit, sont dans le volet technologique. Mais bon, ça le traite, tout a bifurqué autour de l'intelligence artificielle dans les dernières semaines. Et pourquoi je te dis ça, Jonathan, aujourd'hui? Il y avait une manière de parler de Jason Lemkin pendant un bon bout de temps où est-ce qu'il disait « 0 to 1 million, it's impossible ». Donc, bâtir un SaaS de 0 à 1 million, c'est une des choses les plus difficiles parce que personne n'a besoin d'un autre outil technologique dans son quotidien. Par la suite, il mentionnait que de 1 à 10 millions, très improbable quand tu bâtis de la technologie, du SaaS. Et de 10 millions à 100 millions, c'est inévitable. Dès que tu as été capable de passer de 1 à 10, habituellement, tu vas passer de 10 à 100, c'est inévitable. Il mentionnait sur un podcast cette semaine, plus rien de ça est vrai. Parce qu'en ce moment, des organisations qui faisaient du 100 millions, du 200 millions de chiffre d'affaires sont en train d'arrêter de croître et il y a des joueurs qui, en 12 mois, tu parlais de Cursor, je pense que Cursor, au moment où on se parle, en 12 mois, ils ont atteint, je pense que c'est 1,5 milliard de revenus récurrents annuels. Donc, le jeu a changé, totalement changé. C'était une des prémices globales à SaaStr. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça s'applique pour ça s'applique pour toutes les industries. Les prémices, les dogmes qu'on avait pensés irréfutables, indubitables à travers les années sont en train d'être changés. Et ce n'est pas de le dire dans un élan d'être apeuré ou d'avoir peur, mais c'est d'être conscient de ça. Et c'est d'être conscient de ça. Et personne ne va écrire le futur à part vous. Et je pense que c'est vous qui devez écrire votre propre futur dans votre propre industrie, dans votre propre organisation. Et ça, c'est comme ça, selon moi, qu'on reste en contrôle de ce qui est en train de se dérouler. Parce que les choses vont vite. Les choses vont très vite. Je suis assis sur le bout de ma chaise avec beaucoup d'excitation de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois. Un petit peu apeuré parce que si on ne fait pas le bon mouvement à gauche et à droite, c'est pareil pour toutes les organisations, mais peut-être qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible à ce moment-là. Donc, beaucoup d'excitation, puis je vais pouvoir vous ramener la semaine prochaine un petit peu ce que je vois, ce qui s'est passé au World AI Summit et ce qu'on entend qui vient un petit peu partout à travers le monde. Donc, à suivre. Bon, ben, on va attendre de tes nouvelles ici, Jonathan. Donc, je te remercie. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.